Imaginez un instant. Et si les idées qui nous semblent les plus modernes, celles qui façonnent notre monde aujourd'hui, avaient en fait été pensées par un seul homme, il y a presque 500 ans? Le féminisme, la laïcité, l'éducation moderne, on a l'impression que tout ça date d'hier, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'un penseur français a posé les bases de tout ça au XVIe siècle, une époque où ce genre d'idées n'était pas seulement rare, mais carrément dangereux. Alors cet homme, c'est Michel de Montaigne. Et toute sa révolution intellectuelle, il l'a consignée dans une œuvre monumentale, qui a littéralement changé notre façon de penser l'humain. C'est son chef-d'œuvre, Les Essais. Allez, on commence par sa première grande révolution, celle qui a tout changé, notre rapport à nous-mêmes, et surtout à notre corps. Pour bien saisir le choc, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. La vision qui dominait, c'était la vision chrétienne. D'un côté le corps, la chair, le péché. De l'autre, l'âme, pure et noble. Et là, Montaigne arrive et, paf, il balaye tout ça. Pour lui, c'est complètement absurde. L'humain, c'est un tout. Le corps et l'esprit ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires. Et cette phrase, elle est fondamentale. C'est la clé de toute sa pensée sur le moi. Fini de mépriser son corps. Au contraire, il faut l'écouter, le chérir, en faire un véritable allié. C'est la naissance, ni plus ni moins, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le bien-être, cette idée que le physique et le mental sont totalement indissociables. Bon, ça, c'était la première bombe. Passons maintenant à la deuxième, sa méthode pour tout, mais alors tout remettre en question. Sa méthode, elle part d'une question toute simple en apparence, mais en fait vertigineuse. Au fond, ça veut dire quoi, être civilisé? Pour y répondre, il ne va pas aller chercher dans de vieux livres poussiéreux. Non, non, il va faire un truc beaucoup plus radical. Il va regarder le monde. Et là, attention, il va nous bombarder d'exemples de coutumes étrangères qui, pour un Européen de son époque, devaient paraître complètement folles. Tenez, par exemple, dans certaines cultures, la plus grande marque de respect, c'est de tourner le dos à son chef. Ou alors celle-ci, qui est, disons, assez surprenante. Imaginez, quand le roi crache, la femme la plus importante de la cour considère que c'est un immense honneur de tendre la main pour recevoir son crachat. Et il continue comme ça, avec des dizaines d'exemples. Et petit à petit, on comprend où il veut en venir. En fait, il nous tend un miroir, et il nous force à nous poser la question qui dérange. Et si nos propres habitudes, celles qu'on trouve si normales, si elles étaient tout aussi bizarres vues de l'extérieur? Et voilà, la fameuse méthode Montaigne. C'est une véritable machine à déconstruire les préjugés. La conclusion est radicale, ce qu'on appelle normal, ce n'est souvent qu'une coutume locale. Vous imaginez la puissance d'une telle idée dans une France déchirée par les guerres de religion, où chacun est persuadé de détenir la seule et unique vérité. C'est tout simplement l'invention du relativisme culturel, des siècles avant même que le mot n'existe. Bon, c'est bien beau tout ça, la théorie, mais concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, pour Montaigne, toutes ces réflexions doivent nous aider à une seule chose, mieux vivre ici et maintenant. Prenez l'éducation, par exemple. Fini le gavage de crâne où l'on remplit la tête des enfants sans jamais se soucier de leur corps. Montaigne, lui, il veut une pédagogie totale qui intègre le sport, la musique, les voyages. Son but, ce n'est pas de former des cerveaux sur pattes, mais des êtres humains complets et équilibrés. Et cette approche très concrète, très pratique, il va l'appliquer au sujet le plus difficile qui soit, le plus grand des tabous, la mort. Plutôt que de la fuir avec angoisse, il nous propose de l'apprivoiser. Comment? En gros, c'est une sorte d'entraînement mental. D'abord, on observe ses petites sœurs, comme le sommeil. Ensuite, on apprend à ne pas détourner le regard quand elles se manifestent. L'idée, c'est de se familiariser avec elles pour désamorcer la peur. Au fond, ce qu'il nous dit, c'est que le vrai problème, ce n'est pas la mort elle-même, c'est l'idée terrifiante qu'on s'en fait. Notre angoisse vient plus de notre imagination que de l'événement en soi. En changeant notre regard, on peut vivre plus librement. Ok, donc on a le corps, les coutumes, l'éducation, la mort. Mais quel est le fil rouge qui relie tout ça? C'est quoi le grand principe philosophique qui se cache derrière? Tenez, écoutez bien cette phrase, c'est un petit bijou. Le jambon fait boire, le boire désaltère, par quoi le jambon désaltère? Ça a l'air d'une blague, mais c'est une critique féroce et terriblement ironique. En fait, Montaigne se moque des raisonnements des théologiens de son temps, qui prétendaient tout prouver avec une logique en apparence parfaite, mais qui était en réalité absurde. Et cette petite phrase pleine d'esprit, eh bien, elle nous amène droit au cœur du réacteur de sa pensée, le scepticisme. Pour Montaigne, l'être humain est bien trop changeant et le monde bien trop complexe pour qu'on puisse prétendre détenir la vérité. La seule quête qui vaille vraiment, c'est de continuer à chercher, à douter et surtout à s'observer soi-même, sans cesse.
Et finalement, toute son œuvre, toute sa pensée, tout ça se résume à une seule petite question qui était sa devise. À une époque de certitude absolue et de guerre de religion sanglante, Montaigne a eu le courage immense de poser la question la plus humble et la plus puissante qui soit. Que sais-je ? Une question qui, 5 siècles plus tard, n'a absolument rien perdu de sa force.